Quand tu t'intéresses à l'effondrement, tu développes des peurs qui sont fondées et des peurs qui sont excessives, où tu stresses 10 fois trop par rapport aux risques réels. On n'est pas très bon pour mesurer les risques et donc c'est facile de s'enflammer et de stresser démesurément. Alors, respire un coup, voici 3 trucs rassurants sur l'effondrement par rapport à 3 peurs courantes qu'on va démystifier, ok? À savoir la peur de la violence, de se faire agresser, la peur liée aux problèmes de santé, comment se soigner, et la peur d'une dérive d'un état autoritaire. Si l'effondrement c'est nouveau pour toi, regarde d'abord cette vidéo, sinon tu risques d'être largué. Dans tous les cas, abonne-toi et active la cloche pour avancer dans ta quête de sens dans un monde qui s'effondre. Récemment, j'ai été voir une conférence sur l'effondrement de David Maniz. Il est anthropologue et formateur en stage de survie. Donc le mec sait de quoi il parle quand il parle d'autonomie. Et non, je suis pas en train de devenir survivaliste. Et il y a un point de vue qui change par rapport aux intellectuels de d'habitude comme Pablo Servigne ou d'autres. D'ailleurs, ils sont potes, je l'ai découvert par la revue Yggdrasil de Pablo Servigne, tu vois, où ils ont une photo même avec des pistolets à eau. Et j'ai beaucoup de respect pour ce mec. C'est un gros nounours et tu sens qu'il a sincèrement envie d'aider les gens à gagner en autonomie. Et il disait ça notamment. Oui, l'effondrement ça génère des peurs, mais t'en as qui sont fondées et t'en as qui sont parfois excessives. La première peur dont on va parler, c'est la peur de la violence, la peur des prédateurs, la peur de se faire agresser, c'est un truc qui revient souvent. Et David a sorti un argument assez sensé. Tu peux être un prédateur 1 fois, 2 fois, 5 fois, mais au bout d'un moment, les gens que t'agresses, ils vont se rebeller et tu risques de mal finir et de te prendre un coup de couteau ou quelque chose. Or, dans un scénario d'effondrement, tu risques d'avoir moins d'hôpitaux, moins d'accès aux soins, moins de médicaments, de perfusions, de médecins faciles d'accès, etc. Donc si t'es un agresseur et que t'as une plaie en profondeur, t'as beaucoup de chances en fait que ta plaie elle s'infecte rapidement et que tu meurs assez bêtement en fait. Donc dans un monde qui s'est effondré, la violence c'est pas très rentable sur le long terme, tu vois. À court terme à la limite ok, mais sur le long terme, t'as beaucoup plus à perdre qu'à gagner, quoi. Donc il y aura beaucoup moins de prédateurs que ce qu'on peut imaginer sur le long terme. Parce que tout simplement, c'est eux qui ont le plus de chances de mourir en fait. L'entraide ou juste la coexistence pacifique, c'est beaucoup moins risqué et beaucoup plus bénéfique. David, il raconte que près de chez lui, chez des fermiers, il a commencé à avoir des vols de jerrycans, de panneaux solaires, etc. Au bout d'un moment, les fermiers, ça les a saoulés, quoi. Ils sont allés voir les voleurs et ils ont brûlé des trucs chez eux. Ils se sont vengés et les voleurs, ils ont capté le message, tu vois. Ils se sont arrêtés. Les agressions, ça arrivera. Mais sur le long terme, en fait, ça arrivera sûrement beaucoup moins que ce qu'on imagine. Notamment, du coup, peut-être pour des raisons de santé. D'où notre deuxième peur, parfois excessive, à savoir la peur de tomber malade et de ne pas pouvoir se soigner correctement. Oui, c'est clair, c'est une peur assez logique, parce que dans un monde qui s'effondre, il y a beaucoup moins de services publics, dans ce que je disais, d'hôpitaux, d'accès aux soins, de médicaments. Il y a des risques d'épidémie. Coucou le coronavirus. Et les risques sanitaires sont réels parce que tu peux avoir des pénuries par exemple de médicaments. La plupart de nos médicaments ils viennent de Chine et d'Inde et donc tu peux avoir clairement des ruptures d'approvisionnement. C'est un des risques principaux de l'effondrement. Et en même temps, si tu as beaucoup moins de mobilité, tu as beaucoup moins de microbes et de maladies qui circulent. Et dans un monde moins industrialisé comme aujourd'hui, tu as beaucoup moins de perturbateurs endocriniens, d'OGM, d'additifs cancérigènes, etc. Parce que déjà, tu bouffes quand même vachement mieux, des produits beaucoup moins transformés. Donc il y a aussi des maladies qui aujourd'hui existent à cause de notre modèle industriel et qui vont disparaître ou fortement baisser. Moi je trouverais pas ça étonnant qu'il y ait beaucoup moins de cancers par exemple. En tout cas c'est sûr qu'on fera beaucoup plus de médecine préventive, c'est-à-dire respecter des règles d'hygiène de base en fait, qu'on a pris l'habitude de bâcler parce qu'on a des antibiotiques. Se laver les mains régulièrement, celui-là tu dois beaucoup l'entendre en ce moment. Et pour tout ce qui est nourriture, vaisselle, poubelle, etc., avoir un circuit propre et un circuit sale bien séparés. Dans le même registre, on surévalue la difficulté à se nourrir, au moins à court terme. Si demain il n'y a plus de nourriture en ville, il y aura de l'aide humanitaire. Des gens vont déménager, on mangera un peu moins quelque temps, on se mettra au jeûne. Sachant qu'on mange déjà beaucoup plus que ce dont notre corps a vraiment besoin. Il y a des plans B qui vont s'organiser. Et il y a une troisième peur qui est fréquente, qui est la peur d'un État de plus en plus autoritaire. Bon, vu le contexte de violence policière, de 49.3, etc., ça se comprend. Mais pour contrôler un territoire, il faut des ressources. Déjà aujourd'hui, l'État il a des ressources limitées. Il a qu'un certain budget et X milliers de policiers et de militaires à sa disposition. Or, dans un scénario d'effondrement, c'est un monde de rareté. Donc tout le monde est en galère de ressources, y compris l'État. Et comme tout organisme, l'État, sa priorité, c'est de survivre, clairement. Par exemple, en ce moment, il est en stress par rapport aux différentes formes de rébellion.
Donc on peut imaginer que pour assurer sa survie dans un monde qui s'effondre, s'il a beaucoup moins de ressources, il pourra se concentrer sur par exemple Paris et Lyon, ou en tout cas quelques points stratégiques en France, quoi. Et en gros, le reste du pays sera probablement livré à lui-même. Comme dans beaucoup de pays en Afrique actuellement en fait, où tu as le gouvernement dans la capitale et le reste du pays, il s'organise tout seul. Donc tous ces risques, ils existent. Mais quand tu les mesures, tu te rends compte que c'est facile de prendre en compte ce qui fait augmenter ces risques, mais des fois on oublie de prendre en compte ce qui les fait baisser aussi. Mais pourquoi en fait est-ce que notre cerveau, il nous fait stresser, il nous fait peur avec des scénarios catastrophes? C'est notamment génétique. On a survécu grâce à la peur. Notre stratégie de survie, elle était basée sur la peur. Ça nous a permis de fuir les prédateurs. Donc notre cerveau, il fonctionne toujours comme ça. Sauf que aujourd'hui, 99% du temps, il n'y a pas de danger immédiat là tout de suite d'un lion qui va te bouffer. Et donc j'ai envie de te partager 2 conseils que je retiens de la conférence de David pour contrôler un peu plus ses peurs. Le premier, c'est de méditer, pour contrôler de plus en plus quand tu penses et quand tu penses pas, et pas stresser inutilement. David, il raconte qu'il a commencé à méditer en 94 et que depuis 2018, il pense quand il veut. Bon, ça a pris 24 ans, mais c'est ouf quand même, t'imagines? Si tu pouvais penser uniquement quand tu voulais. Moi, ça changerait ma vie. Et son deuxième conseil, c'est d'être adaptable. Alors pour ça, fais des expériences pour désapprendre un peu notre confort. Expérimente le jeûne intermittent, apprends à manger moins, apprends à jardiner, fais un stage de survie, crée du lien avec tes voisins et lâche la croyance que ça va être trop dur et que tu n'y arriveras pas. Non, en fait, l'humain, il est fait pour s'adapter. Ça, c'est vraiment un truc qui a mis du temps à rentrer dans ma tête cette année et qui me donne de l'espoir pour l'avenir. Si l'effondrement, c'est un truc qui te travaille ou qui te rend anxieux, je te conseille cette vidéo où je te raconte comment j'ai fait une dépression écolo, enfin surtout pourquoi, et celle-là pour te raconter comment j'ai remonté la pente. Je me suis vraiment mis à poil dans ces 2 vidéos en livrant beaucoup de choses et vos commentaires, vos réactions, elles sont géniales. Donc si ça te parle, clique là ou là. À la prochaine, ciao!